l'accompagnement aux collectivités. C'est de l'accompagnement aux collectivités, tandis que le réseau Géclair, c'est plutôt de la mobilisation des citoyens dans les projets d'ENR. Et donc ces deux réseaux dans le Grand Est sont portés par trois associations, la LE08 en Champagne-Ardenne, LER en Lorraine et Alter Alsace Énergie, donc en Alsace. Faut savoir que ces trois associations ont également d'autres missions, d'autres activités et animations qu'elles peuvent faire également en coopération avec l'ADEME et la région et qui peuvent viser divers publics, que ce soit des collectivités, des particuliers ou encore du grand public. Mais ça, je vous invite grandement à aller sur nos sites respectifs. Vous retrouverez un panel d'informations sur toutes les activités que portent nos structures. Et du coup, je vais pas tarder à laisser la parole à nos deux intervenants qui nous font le plaisir d'être là. Donc, on va retrouver Monsieur Hervé Lys, donc qui est chargé d'affaires chez RTE, qui va nous introduire le sujet. Et ensuite, ce sera Monsieur Guillaume Romano, qui est un expert de la question du S3RENR, qui va présenter le sujet. Et donc, nos deux acteurs sont membres de RTE, donc le réseau de transport de l'électricité. Donc, moi, je vais arrêter mon partage d'écran et Guillaume, je vais te laisser partager le tien. Hop, super. Très bien. Eh bien, merci pour votre invitation. Pour préciser la présentation, donc ma fonction exacte à RTE est directeur des affaires publiques Grand Est. Euh, et je vais, si vous voulez bien, avant d'entrer dans le vif du sujet, dire quelques mots sur RTE, qui nous sommes, quelles sont nos missions. Donc, la mission essentielle de RTE est d'assurer en permanence la sécurité du système électrique français. Et pour ça, il faut que la production et la consommation soient toujours équilibrées sur le réseau, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors cet équilibre, il est composé d'un côté par de l'injection. Cette injection, elle vient des producteurs. Les producteurs, pour nous, directement raccordés à notre réseau, sont évidemment les très grosses centrales nucléaires, bien évidemment, les centrales thermiques classiques, essentiellement les cycles combinés gaz, euh, les grands barrages hydrauliques, les très grands parcs éoliens et photovoltaïques, les plus petits parcs, mais qui constituent l'essentiel en fait des parcs, soit 95%, sont directement connectés plutôt au réseau de distribution. Nous en parlerons. Donc côté effectivement aval, côté consommation, nous avons alors directement raccordé à notre réseau les gros clients industriels. Je pense à tous les électro-intensifs que sont par exemple les data centers, la chimie, la métallurgie, l'automobile, tous les gros producteurs, tous les plus gros consommateurs d'électricité, et également les distributeurs, donc les entreprises locales de distribution. Dans le Grand Est, il y en a 8 par an, et Enedis, qui est effectivement le principal distributeur. Et la frontière entre le distributeur et le transporteur se fait au niveau des postes sources. Et ces postes sources, ce sont des postes qui peuvent être à la fois consommateurs, mais aussi producteurs, puisque on a de plus en plus d'énergies renouvelables qui se développent, qui sont raccordées au réseau de distribution, et toute l'électricité qui n'est pas consommée localement remonte sur notre réseau pour être acheminée bien, dans les zones de consommation, là où il y a des besoins d'énergie. J'ajoute enfin pour terminer que nous gérons également les interconnexions internationales avec nos voisins européens et que les imports-exports entrent évidemment dans l'équilibre global du réseau. Alors nous opérons un réseau haute et très haute tension entre 63 000 et 400 000 volts. Ce sont donc les autoroutes, les routes nationales de l'électricité dont nous sommes propriétaires. Hein, le réseau il est à l'actif de l'entreprise. C'est une différence notamment avec les distributeurs qui, eux, sont concessionnaires d'un réseau qui appartient aux collectivités locales.
Voilà. Et nous, eh bien, nous sommes chargés de l'exploitation, de la maintenance, du développement de ce réseau, et évidemment du raccordement des différents clients, de l'équilibre des mouvements d'énergie sur le réseau. Et puis, fort effectivement de cette vision globale de ce qui rentre et ce qui sort du système électrique français, nous avons effectivement une mission prospective d'éclairage et décision des pouvoirs publics par le biais d'un certain nombre d'études qui visent justement à illustrer la manière dont on peut atteindre des objectifs de politique publique, comme notamment la stratégie nationale bas carbone. Et c'est ce que nous avons fait, par exemple, lorsque nous avons publié en 2021 les futures énergies 2050, ou le bilan prévisionnel 2023, il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, pour justement bien, ouvrir les différents scénarios qui permettent d'atteindre les objectifs de politique publique. Par ailleurs, donc, nous avons un certain nombre de missions légales. L'une de ces missions, c'est de piloter le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec Guillaume. Oui, bonjour à toutes et à tous, Guillaume Romano, je suis pilote S3R pour la région Grand Est. Donc, dans quelques instants, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il se cache derrière cet acronyme S3RNR. Mais dans un premier temps, je souhaiterais vous détailler, en complément des éléments que vous a présentés Hervé, quelles étaient les limites de séparation entre le réseau de distribution opéré, piloté par RTE, et le réseau de distribution piloté par Enedis et les différents ELD. Donc, nous avons une séparation déjà par niveau de tension. Donc, on va dire que RTE exploite le réseau de transport haute tension, donc compris entre 63 000 volts et 400 000 volts. Et les gestionnaires de réseaux de distribution vont exploiter les réseaux moyenne tension, donc 20 000 volts et basse tension. D'un point de vue d'ouvrage, pour comprendre la différence entre nos ouvrages respectifs, un poste RTE de transport va être compris entre 2 et 10 hectares en surface au sol, avec le prix d'un transformateur d'un poste de transformation entre 4 et 8 millions d'euros. Et pour répondre à des demandes de raccordement de projets ENR supérieures à 12 mégawatts. Le réseau de distribution, quant à lui, dispose de postes, ce qu'on appelle des postes sources, des postes de distribution, qui représentent une surface au sol de 1 à 3 hectares, avec un budget de 2 à 5 millions d'euros, pour lesquels les demandes de raccordement, la puissance des demandes de raccordement ne peut pas dépasser 17 mégawatts. Donc on voit que d'une part, sur les solutions de raccordement, il y a une notion de puissance qui rentre en jeu pour savoir à qui s'adresser. Entre adresser une demande de raccordement à Enedis ou à RTE, ça va se jouer sur le niveau de puissance. Et également, si le producteur dispose de son propre poste de transformation, au niveau de tension auquel il souhaite se raccorder. Donc, qu'est-ce que le S3RENR? Donc, c'est le schéma régional de raccordement des énergies renouvelables, de raccordement au réseau des énergies renouvelables. Et donc, il a en mission principale d'organiser et de planifier, de piloter le déploiement des énergies renouvelables sur le territoire à une maille régionale. Et donc, d'une manière très pratique, hein, si nous n'avions pas de S3RENR, chaque demande de raccordement de projet serait traitée individuellement, avec finalement un réseau électrique de raccordement non optimisé, une planification, enfin, il y aura de gros problèmes de planification et de visibilité des gestionnaires de réseaux de transport, de distribution et des services de l'État sur les travaux à venir. Et puis, ce ne serait pas optimisé d'un point de vue économique et impact environnemental. Et donc sur cette slide, donc on voit à gauche 3 projets qui restent raccordés individuellement au poste électrique le plus proche. L'idée du schéma, c'est d'identifier un certain nombre de projets dans des zones, les zones qu'on va identifier à forte demande, et de mutualiser les ouvrages pour ne créer
rassembler les points de raccordement et donc optimiser l'empreinte du réseau, diminuer les coûts et puis planifier les évolutions du réseau parce que ça nous permet d'avoir une visibilité et en concertation avec les services de l'État et les fédérations de producteurs, d'organiser ces projets de raccordement à horizon 10 ans. Donc chaque région en France a son S3R et le processus d'élaboration est le même d'un point de vue national. Donc RTE est le pilote de la révision de ces schémas. Le préfet de région fixe la capacité globale à raccorder et approuve la quote-part. Je vous expliquerai juste après à quoi correspond cette quote-part. RTE et les gestionnaires de réseaux de distribution co-construisent le schéma en fonction des prévisions de projets qui ont été déclarées par les producteurs, qui sont représentés par les fédérations de producteurs. Donc les trois fédérations sont NR Plan, SER et France Renouvelable. Donc, ils déclarent leurs prévisions de projet sur une plateforme en ligne qu'on appelle la plateforme Aéro. Et puis ensuite, comment dire, ces prévisions sont concaténées et puis en fonction des objectifs de capacité et des échanges qu'il va y avoir lors de la concertation du schéma avec toutes les parties prenantes, donc les services de l'État, la région, les filières professionnelles, les syndicats d'énergie, les chambres consulaires. Voilà, ce schéma est construit pour maintenir un équilibre entre les objectifs de raccordement ENR, le respect de l'environnement et garantir les meilleures conditions technico-économiques pour les intégrer sur le réseau électrique. Donc pour la région Grand Est, le schéma actuel est de 5 gigawatts. Il a été validé en décembre 2022 pour un budget de 500 millions d'euros avec une quote-part de 80,82 kg par mégawatt. Donc cette quote-part correspond au montant que devra s'acquitter un producteur lorsqu'il valide sa demande de raccordement. Donc il la paye qu'une fois lors du raccordement et celle-ci correspond à un prix au mégawatt. Donc sur un projet de 10 mégawatts, il devra s'acquitter de 810 kg. Donc sur ce schéma validé en décembre 2022, nous avons d'une part des travaux de création qui correspondent principalement à des travaux d'ajout de transformateurs dans des postes existants, de création de postes d'injection sur le réseau de transport, donc des postes électriques RTE, des postes sources, donc pour le réseau de distribution. Et donc, ces travaux de création, à hauteur de 367 millions d'euros, sont financés par les producteurs via la quote-part. Cette quote-part permet d'éviter les effets de seuil sur les investissements de développement du réseau électrique. Pour imaginer par rapport au slide précédent, si chaque producteur devait individuellement financer les travaux d'infrastructure pour raccorder son projet, il y aurait des effets de seuil et il y aurait il y aurait pas d'équité entre les producteurs. Et donc, par exemple, quelqu'un qui disposerait de capacité dans un poste ne payerait pas d'investissement. Et d'autre part, d'autres projets qui seraient plus éloignés du réseau ou pour lesquels il y aurait besoin de créer des postes neufs devraient financer ce poste. Et les producteurs qui interviendraient derrière ne contribueraient pas à la création de ce poste. Donc, il est prévu justement dans les schémas que chaque producteur dans la région paye la même quote-part pour financer les travaux de création d'infrastructures. D'autre part, nous avons les travaux de renforcement qui correspondent aux travaux d'augmentation de puissance des transformateurs RTE et Enedis. Donc, concrètement, ça consiste à remplacer un transformateur, par exemple, de 20 MW par un transformateur de 36 MW en lieu et place, donc des transformateurs plus récents et plus puissants, et d'augmenter les capacités de transit des lignes électriques, avec notamment le remplacement, par exemple, le remplacement des conducteurs pour, sur la même ligne, transiter plus d'énergie. Donc ces travaux ne sont pas financés par la quote-part, ils sont financés par RTE et par les GRD via le TUR.
Donc, les principales actualités du schéma. Donc, ce schéma a été validé en 2022 sur des hypothèses de prévision de projet recensées en 2020. Donc, lorsque ce schéma a été publié, il y a une forte demande de raccordement et donc ce qui a demandé à RTE, au gestionnaire de réseau, de s'adapter pour pouvoir répondre aux demandes qui ne suivent pas forcément exactement ce qui avait été prévu au schéma. Donc on voit que les zones dynamiques qui avaient été identifiées au schéma, donc le sud des Ardennes, le sud de la Marne, le nord de l'Aube et le sud de la Meuse, et également le nord de la Moselle, avaient été identifiées comme des zones dynamiques. Cependant, la demande a été plus dynamique que ce qui avait été prévu. Donc, il a été d'une part nécessité de faire un pilotage dynamique pour accélérer les projets pour lesquels il y avait déjà des demandes concrètes de raccordement, ou des besoins en raccordement de basse tension, pour concentrer nos énergies sur ces postes et sur ces travaux d'infrastructure les plus urgents. Et d'anticiper les études sur les travaux pour lesquels on a la conviction que le besoin va émerger rapidement. Ensuite, le code de l'énergie nous permet de réaliser des transferts de capacité. Euh, donc, cela permet de transférer des capacités du schéma dans les zones moins dynamiques vers les zones les plus dynamiques. À titre d'exemple, sur les 2 ans les 2 premières années de pilotage du schéma, nous avons dû transférer l'équivalent de 50% de ce schéma pour répondre justement à des demandes de raccordement dans les zones les plus dynamiques. Et donc, cette dynamique autour du schéma Grand Est nous a conduit à notifier une adaptation du schéma. Donc, c'est également un dispositif permis par le Code de l'énergie qui permet de rajouter de la capacité lorsque des transferts dans certaines zones ne sont plus possibles. Ça permet d'inscrire au schéma de nouveaux travaux. Et donc, une adaptation a été notifiée le 5 mars pour ajouter l'équivalent d'1 gigawatt sur le schéma. Donc, nous sommes passés d'un schéma de 5 gigawatts à 6 gigawatts début 2025. Cette adaptation permet de donner une bouffée d'oxygène au schéma euh, en attendant la révision pour lequel nous avons lancé les campagnes de recensement. Donc, nous avons sollicité tous les producteurs à déclarer leur intention de projet en début d'année pour avoir la donnée suffisante et nécessaire à élaborer le schéma, la révision du schéma. Donc, les délais moyens de travaux. Donc, je vais pas détailler ligne à ligne tous les délais, mais il faut avoir à l'esprit que entre le moment où le schéma et où les prévisions, les campagnes de recensement sont faites pour avoir les prévisions de projet, la date de validation du schéma, ensuite il y a une part d'études et de dépôt de dossiers administratifs et ensuite de mise en service. Donc on voit dans le détail de ces délais que par exemple, pour la construction d'une ligne aérienne ou d'un poste, ça peut prendre entre 5 et 7, voire 8 ans, parce qu'il y a déjà d'une part euh, une part de dépôt de dossier administratif et d'autorisation administrative, qui représente parfois quasiment 70% du délai du projet. Et puis ensuite, une phase de construction qui, pour un poste RTE, va être entre 1 an et demi et 2 ans. Pour un poste source Enedis, c'est approximativement 18 mois de travaux. Euh, et donc avec aujourd'hui des délais qui peuvent potentiellement s'allonger du fait des délais d'approvisionnement du matériel que toute la filière, aussi bien la filière de producteurs que la filière de pilotage, d'exploitation d'infrastructures rencontre sur les transformateurs, les câbles, enfin voilà, il y a une certaine concurrence entre tous les projets au niveau européen. Et donc, tout le monde fait en sorte de pouvoir réduire ces délais d'approvisionnement, mais on voit une certaine tension sur certains matériels. Donc, sur cette diapositive, je vous partage
d'une manière cartographique la localisation des projets au schéma. Donc la taille des cercles correspond à la puissance qui va pouvoir être accordée sur ces ouvrages. Et donc ça rassemble les projets de création de postes électriques, les projets d'ajout et de mutation de transformateurs et également les travaux de renforcement de lignes électriques. Donc il y a un travail qui a été réalisé avec Enedis pour optimiser nos plannings, ordonnancer les travaux. Et donc cette carte est le fruit de ce travail collaboratif pour donner de la visibilité sur les dates de mise en service des ouvrages en fonction de cet ordonnancement, de l'avancement et des délais des enquêtes et des procédures administratives, et puis ensuite les délais de construction des ouvrages en fonction de leur nature. Sur cette deuxième carte, je détaille les puissances, les capacités ajoutées au schéma dans le cadre de l'adaptation. Qui correspondent aux zones qui soit sont les zones les plus dynamiques et qui ont nécessité de rajouter de la puissance, soit des zones pour lesquelles nous étions venus piocher de la capacité pour réaliser les transferts. Et donc l'idée, c'était de restituer cette puissance, cette capacité dans les zones pour lesquelles nous étions venus prendre de la capacité pour la transférer dans les zones pour lesquelles il y avait des raccordements avérés, des demandes de raccordement avérées. Le planning, et donc l'étape suivante de ce schéma va être la révision, parce qu'aujourd'hui, nous arrivons sur les 6 gigawatts de schéma, nous arrivons à 80% de capacité réservée. Donc nous avons déclenché fin d'année dernière les premières étapes pour préparer la révision du schéma. Et donc là, je vous partage le planning de cette révision. Actuellement, nous avons fini la campagne de recensement des projets. Nous avons réalisé le comité technique numéro 2 début avril, durant lequel Maladréal a partagé sur la capacité max et min, en tout cas les deux scénarios qui vont être étudiés dans le cadre de cette révision. Donc ça donne un cap à RTE pour spatialiser les prévisions de projet et pour réaliser les premières préétudes afin d'intégrer ces futurs projets sur le réseau électrique. Et donc, on estime un T0, donc un démarrage de la révision en mai 2025 pour une durée de 24 mois. Donc, nous pouvons imaginer une validation de la quote-part de la révision du schéma au premier semestre 2027. Donc, comment fonctionne une révision du schéma? La première étape, c'est comme je vous le disais, c'est de faire une campagne de recensement. Et donc, c'est de solliciter tous les producteurs à nous déclarer leur intention de projet pour que nous ayons la visibilité du nombre de projets, du volume en puissance que cela va représenter, des délais et de la maturité de ces projets, de la filière concernée, que ce soit éolien ou photovoltaïque. Et donc, afin de pouvoir avoir la meilleure vision, nous nous appuyons sur donc, les déclarations des projets supérieurs à 250 kVA, donc à raccorder sur la HTB ou la HTA, sur la plateforme dédiée à cet effet, la plateforme Aéro. Et nous sommes également appuyés sur les prévisions Enedis de projets basse tension, ce qu'on appelle la production diffus. Donc, ils ont établi également une cartographie de la région sur les zones pour lesquelles il y a plus de potentiels projets de demande de raccordement de projets photovoltaïques basse tension. Et également les projets de repowering. Donc, c'est l'augmentation de capacité d'éoliennes existantes. Ça permet d'augmenter la capacité des parcs éoliens existants en remplaçant les machines. Et donc, à partir de ces prévisions de projet, donc, nous avons recensé l'équivalent de 52 gigawatts
de projets sur la région Grand Est, ce qui est assez conséquent. Ça correspond quasiment à la puissance du parc nucléaire français. Nous allons devoir spatialiser ces gisements et réaliser un traitement de ces données. Donc, ouais, effectivement, sur ça, on arrive à 54 gigawatts. Spatialiser ces données parce qu'aujourd'hui, le cadre qui est donné par l'Adrial, c'est un schéma compris entre 6,5 et 9 gigawatts. Donc, à partir de ces données, on voit la concentration des projets en fonction des filières. Euh, Ça va nous permettre de voir les zones dans lesquelles nous allons devoir réaliser des travaux d'infrastructure pour pouvoir accueillir ces potentiels projets, tout en restant dans le cadre de 6,5 ou 9 gigawatts, parce qu'on voit que de manière très pragmatique, on ne pourra pas accueillir 54 gigawatts de production ENR sur la région Grand Est. Dans ces déclarations de projet, on a 70% de photovoltaïque, 30% d'éolien, avec une maturité de projet, avec 42% de prospection, 32% en développement, 10% en instruction. Donc on voit que de la même manière, sur ces 54 gigas 54 gigas de gisements, nous en avons finalement qu'une dizaine qui est aujourd'hui en instruction et, et moins de 5% qui sont autorisés. Donc ça permet aussi de relativiser par rapport à l'écart entre ces 54 gigawatts de gisement et la capacité max euh, prévisionnelle qui a été fixée par l'ADREA. Donc comme je vous le disais, Enedis a, a proposé, a partagé pardon, ses estimations de besoins en raccordement pour le photovoltaïque diffus. Donc, il faisait une estimation entre 2,4 et 4,5 gigawatts. Ces prévisions ont été faites avant les dernières annonces du gouvernement sur la réduction du prix de rachat de la production photovoltaïque basse tension. Donc, ces estimations vont être revues à la baisse. L'Adréal, aujourd'hui, dans sa prévision de capacité, a inclus 1 gigawatt de photovoltaïque diffus. Et donc, comme je vous le disais, plusieurs scénarios ont été établis pour fixer ces capacités de scénarios à étudier, et donc sont retenus les capacités entre 6,5 et 9 gigawatts. Donc, ça va être la donnée d'entrée pour nos premières études de spatialisation et de définition des projets, enfin en tout cas la vision que pourraient avoir RTE et les gestionnaires de réseaux de distribution pour pouvoir répondre à ce besoin et respecter ces puissances mini et maxi. Donc, pour consulter toutes les actualités du S3R Grand Est, il y a le site institutionnel de RTE qui permet d'avoir les derniers documents officiels à jour. Donc, on peut y retrouver le schéma, l'adaptation, les transferts qui sont réalisés de manière assez régulière, et puis les communications relatives à la révision du S3R ENR en cours. Et puis, voilà, pour le deuxième outil, qui est un outil qui permet d'avoir une certaine vision des capacités du réseau RTE à accueillir les ENR, donc d'un point de vue des capacités restantes du schéma, mais également des capacités techniques des ouvrages. Donc, ce sont des informations partagées à titre d'information qui n'exclut pas pour les producteurs de réaliser leurs études exploratoires, de réaliser leurs demandes d'études exploratoires, qui, eux, sont de manière un peu plus officielle des demandes auprès de RTE ou Enedis pour savoir quelles seraient les solutions de raccordement pour leur projet. Et si les solutions proposées conviennent à l'issue de ces études exploratoires, les producteurs ont la possibilité de réaliser des demandes de PTF. Ces demandes de PTF sont des propositions techniques et financières qui correspondent à finalement des devis avec un coût et un délai pour réaliser le raccordement. Donc, CAPA Réseau, c'est la première étape pour avoir un état des lieux et une idée
des capacités disponibles dans la zone, mais ça n'exclut pas les demandes d'études exploratoires et les demandes de PTF pour sécuriser la capacité réservée lorsque les projets deviennent plus matures. Donc j'en ai fini pour cette présentation. Et donc, bah, nous font un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Alors, il y a effectivement quelques questions. Donc, vous pouvez donc poser vos questions à l'écrit dans le chat, mais si certaines personnes veulent par la suite poser leurs questions à l'oral, vous pouvez simplement lever la main dans le petit encart réagir et on vous donnera la parole. Alors, les premières questions, elles concernent à la fois je pense qu'on peut regrouper les deux questions en une, à la fois le pilotage dynamique. Il y avait une question sur vraiment qu'est-ce que ça signifie. Ça n'a pas été suffisamment compris sur qu'est-ce qu'était le pilotage dynamique. Également, comment fonctionnent les transferts de D'accord. puissance, du coup, comment sont-ils Alors, décidés sur le et par pilotage, qui? Pardon, désolé. très bien. Alors, je vais commencer par le pilotage dynamique, qui est la question sur les Vosges et l'Alsace. Euh, Finalement, c'est assez lié. C'est que on voit par exemple qu'en Alsace, par exemple historiquement, avant le schéma de la région Grand Est, nous étions sur des schémas avec des régions historiques. Et donc, avant d'avoir une quote-part uniforme entre toutes les régions historiques de la région Grand Est, en Alsace, la quote-part était de 0 kg par mégawatt. Parce que le réseau était en mesure d'accepter les projets de production ENR et la demande n'était pas suffisante pour. Enfin voilà, ça permettait de stimuler aussi les demandes de raccordement parce que la dynamique n'était pas là. Donc on voit qu'historiquement, la région Alsace a la structure réseau suffisante et les capacités techniques pour accueillir les ENR sans réaliser de travaux d'infrastructure significatifs et que la dynamique de demande de raccordement n'était pas présente. Et donc le pilotage dynamique, justement, ça permet d'identifier des zones où les demandes, où il n'y a pas de demande de raccordement, où éventuellement on avait prévu des travaux, et de transférer ces projets vers les zones les plus dynamiques où là, il y a un réel besoin des producteurs qui ont besoin de ces travaux d'investissement pour pouvoir se raccorder. Donc, c'est pour ça que je disais qu'entre un programme, un schéma qui a été établi sur des données d'entrée de 2020, on voit qu'entre une prévision de projet faite par des producteurs en 2020, des études, un schéma publié en 2022 et aujourd'hui des demandes de raccordement concrètes en 2025, il y a forcément un écart sur les prévisions et ça permet de pouvoir répondre à ces demandes de raccordement plutôt que d'avoir un schéma figé en disant, ben non, on a fait des études en 2020, c'est comme ça, il faudra attendre la prochaine révision pour pouvoir proposer des raccordements à ces producteurs. Et donc, effectivement, en Alsace et dans les Vosges, il y avait peu de projets, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de capacité, qu'il n'est pas possible de se raccorder dans ces régions. Pour les prévisions d'été, vous êtes rapproché des ELD également. Oui, effectivement, par abus de langage, il m'arrive comment dire, de ne parler que d'Enedis parce qu'il représente plus de 90% des projets et de la capacité. Mais bien évidemment, les ELD font partie des personnes sollicitées pour les prévisions HTA et BT. Et ils participent au comité technique et font partie intégrante du process de révision. Comment fonctionnent les transferts. Donc, les transferts, ils répondent justement à ce besoin où un producteur a un projet avec, par exemple, une autorisation administrative, on va dire un permis de construire pour un parc éolien un parc photovoltaïque de 5 mégawatts. Il va faire sa demande de raccordement à Enedis. Enedis voit que on a, par exemple, de la capacité technique sur un poste, mais il n'y a pas de capacité au S3R ENR. Donc le réseau est capable d'intégrer cette puissance, mais le schéma aujourd'hui ne prévoit pas de capacité S3R ENR sur ce poste. Ben, ça permet d'aller chercher ces 5 gigawatts dans un poste où il y a cette puissance au schéma, mais qui n'a pas de demande de raccordement pour ces 5 mégawatts. Et ça permet justement d'avoir la flexibilité pour répondre au projet
et de pouvoir répondre aux projets les plus matures pour lesquels, sur le réseau de distribution, par exemple, il y a au moins déjà une autorisation administrative à faire le projet. Et donc, ces transferts sont élaborés avec RTE, Enedis et les ELD. Et donc, on en fait régulièrement pour régulariser le schéma afin de remettre à jour les capacités, notamment sur l'outil Caparaison. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces informations très très riches. Hop, on a une dernière question, il me semble. La PTF sera à la base du nouveau poste source dans ce cas. Alors, pardon, je ne vois pas la question. Ah, ok. La PTF sera à la base. Alors, les postes sources, eux, ils sont inscrits au schéma ou dans le cadre de l'adaptation et ils ont été validés dans le cadre de la concertation, enfin validés d'une certaine manière, hein. Ils ont été inscrits au schéma ou dans le cadre de l'adaptation lors de validés par l'ADREAL et lors de la concertation du schéma ou de l'adaptation, s'il y en a une. Donc, les postes sources sont inscrits au schéma. Cependant, tant qu'il n'y a pas de demande de raccordement, ils ne vont pas être construits. Donc, en fait, la PTF, ça permet aux producteurs de réserver de la capacité sur un poste à venir ou sur un poste existant pour lequel il y aurait de la capacité. Et donc, sur les postes neufs, on a la notion que l'on appelle un seuil de déclenchement. On ne va lancer la construction d'un poste source lorsque il y a au moins une ou plusieurs demandes de PTF qui additionnées atteignent les 20% de capacité du premier transformateur de ce poste source. Donc d'un point de vue structurel, un poste source, ça peut avoir au maximum 3 transformateurs. Donc, sur un poste source de 63 kV, nous avons des transformateurs de 36 MW. Et sur les postes sources 225 kV, nous avons des transformateurs de 80 MW. Et donc, pour déclencher la construction d'un poste 63 ou d'un poste 225, il faudra que la somme des PTF signés par les producteurs soit supérieure à 20% du premier transformateur. Et donc, la PTF va permettre de déclencher la construction de ces postes qui sont au schéma. Je pense que c'était assez D'autres clair, merci. questions? Moi, j'avais aussi une question. Si j'ai bien suivi, donc on a une capacité réservée qui est augmentée à 6 gigawatts cette année. Vous indiquez qu'il avait a priori à peu près 10% des 52 gigawatts de gisements déjà en instruction, donc à peu près 5 gigawatts en instruction. Et du coup, par contre, aujourd'hui, il y a déjà 80% des 6 gigawatts qui sont déjà réservés pour des projets, du coup, a priori, dont la PTF a été validée par vos soins. La question que je me pose, c'est que si l'ensemble des projets sont dans un scénario favorable et l'ensemble des 5 gigawatts sont en cours de construction, on va dire, avant 2027, quels sont les leviers que vous avez à votre disposition pour raccorder l'ensemble de ces... Alors, on est vraiment dans un cas hypothétique, mais quel levier vous avez dans ce cadre-là, puisque vous disiez que le nouveau scénario S3RNR, ce sera au premier semestre 2027, si tout se passe bien. C'est ça. Donc, donc dans les leviers que j'ai partagés, il y a donc les transferts, mais qui, eux, ne rajoutent pas de capacité. Ça permet juste à périmètre constant d'affecter des capacités dans des zones où il y a des demandes. Ensuite, le deuxième levier, c'est l'adaptation, pour lequel nous avons notifié une adaptation en mars. Et donc, les nouveaux décrets de la loi APER, publiés à l'été 2024, précisent bien qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de faire d'adaptation. Et c'est pour cela que nous avons poussé l'adaptation de mars au maximum de la capacité que nous pouvions
que nous pouvions, qui étaient autorisés par la loi. La loi définissait qu'une adaptation ne peut pas dépasser 20% de la capacité d'un schéma. Donc, on a rajouté le maximum, on a rajouté 1 gigawatt sur les 5 gigas. Donc, l'étape d'après, donc, c'est la révision. Et en attendant la révision, si 100% de la capacité du schéma est affectée, nous arrivons dans ce que l'on appelle un régime de saturation qui permet de toujours répondre à des demandes de raccordement sur la base de la quote-part actuelle. Cependant, si cette demande de raccordement nécessite des travaux, par exemple la création d'un poste source ou l'ajout d'un transformateur complémentaire, il sera proposé au producteur de lui financer lui-même, ou sinon, et seulement dans le cas où ce transformateur-là était ajouté par la suite dans la révision, il pourrait être, mais potentiellement, c'est pas certain, il pourrait potentiellement revoir le montant de sa PTF. Mais dans tous les cas, voilà, si on arrive en régime de saturation, il sera toujours possible de faire des demandes de raccordement et d'avoir des raccordements s'il y a la capacité technique ou si c'était sur des travaux prévus au S30NR. Cependant, nous ne pourrons pas rajouter de transformateur ni de mutation de transformateur. Si c'est le cas, bah, ce sera la proposition intégrera le montant de ces travaux au producteur. Ok, merci beaucoup, messieurs, pour votre présentation, pour toutes les informations précieuses que vous nous avez transmises, pour aussi avoir pris de votre temps pour animer, participer à ce webinaire. Nous sommes arrivés à la fin du temps, vu que le webinaire est seulement sur le temps du repas. Je vais à tous vous souhaiter un excellent après-midi. Vous pouvez nous contacter sur nos sites Géclair et les générateurs où vous avez nos adresses mail respectives. Le replay de ce webinaire sera diffusé assez rapidement sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller le revoir en replay si certaines choses n'ont pas été saisies, mais dans l'ensemble, tout était très très intéressant et très pertinent. En tout cas, encore une fois, merci messieurs, et je vous souhaite à tous un excellent après-midi du coup. Merci à Merci, bonne tous. fin de journée. Bonne fin de journée.